Le vol du faucon d'Éric Sablé, illustré par Philippe Munch. Chapitre 1. J'étais venue passer un mois chez ma tante dans un petit village de montagne. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autres enfants, seulement des vieillards ou presque vieillards vêtus de noir qui se retrouvaient le soir sur la place pour parler en patois. Je ne comprenais rien. Et je regrettais la colonie de l'année dernière et les vacances passées avec mes cousins. Bref, ce n'étaient pas des vacances très joyeuses. Heureusement, j'avais un ami, un ancien berger. J'allais souvent le voir le matin. Il était grand et maigre, toujours habillé comme un dimanche, avec une veste, un gilet noir et un béret. Il habitait une toute petite maison un peu en dehors du village. Son chien, Astérix, un petit berger des Pyrénées, se précipitait sur moi pour me lécher les mains dès qu'il me voyait. Mon ami me parlait de la vie des isards, des sangliers, des renards et des choucas. Il connaissait aussi toutes les étoiles du ciel. Par les belles nuits sans nuages, il me montrait le chariot, avec juste au-dessus l'étoile polaire, la grande et la petite ours, Cassiopée, Hercule, Pégase et beaucoup d'autres. Je l'aimais bien. Une seule chose m'agaçait un peu, c'est qu'il m'appelait toujours petit. Hé, petit, écoute, petit, etc. C'était sans doute une habitude qu'il avait prise avec ses moutons. Lui s'appelait Albert, mais pour les autres habitants du village, il était Perce-Neige. On me demandait « Alors, tu as été voir Perce-Neige aujourd'hui ?» Ou bien « Que devient Perce-Neige depuis tout ce temps qu'on ne le voit plus ?» Lorsque je n'allais pas voir mon ami Perce-Neige, je partais me promener seule au-dessus du village, bien après l'église, en direction de la montagne. La route montait. Un peu plus loin, après le grand virage, il y avait le manoir. Il était le but de ma promenade. Il me fascinait. Chapitre 2. Le manoir était une énorme bâtisse un peu délabrée, enveloppée de grands arbres. Un volet pendait au premier étage. La façade était parcourue de longues fissures, mais avec ses deux tourelles d'angle, il avait de l'allure. En montant sur la colline, juste en face, on le voyait beaucoup mieux et je restais des heures à le contempler. Et comme j'aimais bien me raconter des histoires, j'imaginais qu'un trésor était caché au fond d'un passage secret. Il était gardé par un fantôme particulièrement effrayant qui vivait dans le grenier sous le grand toit d'ardoise grise. Lorsque je venais le soir et que la nuit commençait à tomber, forcément, avec ce genre de pensée, j'avais peur. Le manoir, sombre et silencieux, me paraissait soudain inquiétant, empli de présences invisibles. Alors, je rentrais le plus vite possible en me retournant fréquemment pour vérifier qu'aucun fantôme ne me suivait. De temps en temps, les craquements d'une branche ou le cri d'un animal me faisaient sursauter. C'est idiot de se faire peur ainsi, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je me raconte des histoires, et plus elles étaient effrayantes, plus cela me plaisait. Entre Perce-Neige et le manoir, je passais quand même de bons moments. Les vacances auraient même pu continuer ainsi tranquillement. Mais ce ne fut pas le cas, et ce manoir, il fallait à tout prix que je l'explore. J'ai toujours été curieux. Lorsque j'étais tout petit, je démontais les réveils, les moulins à café, la radio de mon frère, les jouets, ceux qui n'étaient pas du goût de tout le monde. De mon poste d'observation, j'avais repéré une entrée possible,
brèche dans le mur, juste dans le virage. Un jour, je traversais la route déserte, j'escaladais le mur en partie effondré et je me retrouvais au milieu des grands arbres. J'avais le cœur serré, on n'entendait rien, même pas le chant des oiseaux. J'avançais avec 1000 précautions, attentif à ne pas faire craquer les feuilles ou les branches mortes éparpillées sur le sol, persuadé que le moindre bruit s'entendrait jusqu'au village et au-delà. En même temps, je surveillais attentivement les alentours, mais tout était désert. Et brusquement, sans même m'en rendre compte, je fus devant la façade du manoir. Je restai un moment à tenter de voir à travers une fenêtre s'envoler, puis je pris le chemin du retour. Une fois sur la route, je respirais. Rien ne m'était arrivé. Aucun chien ne m'avait agressé, aucun gardien chassé, et j'avais enfin osé m'aventurer jusqu'au manoir. Je pris l'habitude de recommencer chaque jour mes explorations. Au début, je faisais attention, je sursautais au moindre bruit suspect. Mais, comme je ne rencontrais jamais personne, je devins de plus en plus téméraire. Je me sentais presque chez moi dans le grand parc. Une fois même, je m'endormis, allongé dans l'herbe. Et puis un soir, où je m'étais attardé plus que d'habitude, je le vis. Il était là, immobile, sur un petit mur, à quelques mètres de moi. Je restais muet de saisissement et murmurais « Un aigle !» Chapitre 3. Jamais je n'avais vu un aigle de si près. Il restait tranquillement installé sur la plus haute pierre. Je n'osais plus bouger de peur qu'il ne parte. Je respirais à peine, profitant de son immobilité pour observer en détail son ventre blanc, moucheté de gris, son petit bec crochu, ses yeux ronds et noirs. En fait, il n'était pas aussi grand que ceux que j'avais vus au jardin des plantes, et je pensais qu'il devait être encore jeune. À un moment donné, il me regarda, ou plutôt dirigea sa tête vers moi, mais il sembla se laisser tomber et s'envola rapidement en direction des arbres. Peu après, je le vis planer au-dessus des nuages. Je le suivis des yeux le plus longtemps possible. Il n'y avait plus qu'une ombre dans le ciel. Puis, je finis par avoir mal au cou à force de rester la tête renversée en arrière. Alors, je pris le chemin du retour. Le manoir qui me faisait tant rêver n'existait plus, effacé par l'oiseau que je venais de voir. Un aigle. C'était presque aussi extraordinaire que si j'avais rencontré un lion ou un éléphant. Il me fallait absolument en parler à mon ami. Le lendemain matin, je me levai tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude, et je filai voir Perce-Neige dans sa toute petite maison au-dessus du village. Je savais qu'il était levé. Chaque matin, quel que soit le temps, il était debout avec le soleil. Il avait gardé ses habitudes. Effectivement, la porte était ouverte, et son chien, après avoir aboyé un instant, me reconnut. Il se précipita sur moi pour me lécher les mains, puis le visage, lorsque je m'agenouillai pour le caresser. Son maître parut surpris de me voir. « Eh bien, petit, déjà debout ? Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis venue. Tu as bien fait, avec la belle journée qui se prépare. » Il me fit entrer. « Tu as faim ?» Et comme je me contentais d'un vague signe de tête, il ouvrit la boîte à biscuits et la posa devant moi avec un immense bol de faïence bleue empli de lait. Alors, très vite, je lui parlai de ma rencontre avec l'aigle.
Il souriait. Et quelle taille il avait, ton aigle? Je lui montrai de mes deux mains ce qui me semblait correspondre à sa hauteur. Eh bien, petit, ce n'est pas un aigle que tu as vu, c'est un faucon. Et je peux même te préciser, un faucon cresserelle. Il parut réfléchir un instant, puis ajouta. Mais tu me dis qu'il s'est laissé approcher. Oui, il était tout près, comme d'ici à l'arbre de l'autre côté de la fenêtre, comme s'il ne m'avait pas vu. Ça, ne t'inquiète pas, il t'avait vu. Il voit même 2 ou 3 fois mieux que toi. Si l'oiseau s'est laissé approcher d'aussi près, c'est qu'il a senti quelque chose en toi qui l'attirait. Ils sont comme ça, les oiseaux. Ils ont un instinct. Il sembla réfléchir un moment. Tu pourrais peut-être l'apprivoiser, tu sais. Je l'ai fait, il y a longtemps, avec une buse, et avec un faucon, c'est encore plus facile. Oh oui, mais comment? C'est simple. Il faut d'abord établir un contact en lui apportant un morceau de viande chaque fois que tu le vois. Et surtout, en poussant le cri magique. Qu'est-ce que c'est le cri magique? C'est un cri particulier qui permettra à tout faucon de le reconnaître, de te reconnaître. Viens, je vais te montrer. Je le suivis dehors. Il se redressa, prit son souffle et poussa un cri très aigu. Allez, à toi, essaie maintenant. Je répétai après lui plusieurs fois. Voilà, tu as compris. Et surtout, ne fais pas de gestes brusques lorsque tu t'approcheras de lui. Chapitre 4. Mon cœur battait très fort. Je me voyais déjà caresser l'oiseau comme on caresse un chat ou un chien, le prendre dans ma main et même revenir avec lui. C'est ma tante qui en ferait une drôle de tête en me voyant avec un faucon sur l'épaule. Évidemment, le plus difficile, ce fut de se procurer la viande. Pour cela, je dus cambrioler le frigo. En marchant sur la route, j'étais vraiment heureux. Je regardais le ciel de temps en temps. Il était particulièrement bleu ce jour-là. J'allais apprivoiser un oiseau. C'est mes copains à l'école et mon cousin Cyril qui en seraient surpris. Mais peut-être qu'ils ne voudraient pas me croire, tellement c'est extraordinaire. Arrivé devant le manoir, je franchis rapidement le mur, traversai le parc sans même m'en rendre compte et me retrouvai derrière là où j'avais vu l'oiseau. Mais une déception m'attendait. Le faucon n'y était pas. Je regardai longuement tout autour. Il n'était nulle part. Alors, je m'assis sur les marches de la terrasse. Je pensais tristement qu'il s'était trouvé là par hasard l'autre jour et que je ne le reverrais peut-être plus jamais. Où vivait-il? Peut-être en haut des arbres ou au sommet des montagnes? J'avais oublié de poser la question à Personnage. Mais un peu plus tard, comme je me demandais si je devais quand même laisser un morceau de viande sur le sol, j'entendis un battement d'ailes derrière moi. Je me retournai. C'était lui. Il était là, posé au même endroit que la dernière fois. Je n'osais pas bouger. Et pourtant, il fallait que je sorte le morceau de viande pour le lui donner. Pas de geste brusque, avait dit Personnage. Alors, le plus lentement possible, j'ouvris mon sac en surveillant l'oiseau du coin de l'œil. Je défis le paquet, pris la viande. Le faucon n'avait toujours pas bougé. Je réussis à déposer la viande à 2 ou 3 mètres de lui, puis je me retirai lentement et poussai le cri que m'avait appris Personnage. Alors, comme s'il n'attendait que cela, l'oiseau sauta sur le sol,
atterrit juste devant le morceau de viande, lui donna quelques coups de bec et se mit à le manger. J'avais réussi. Le premier pas était fait, le premier contact établi, et il n'avait pas fui. Mieux encore, lorsque je retournai au village, la plus grande surprise m'attendait. Un peu avant les premières maisons, je levai instinctivement la tête et je vis l'oiseau. Il dessinait de grands cercles juste au-dessus de moi dans le ciel. Il m'avait suivi, comme s'il me remerciait de lui avoir donné à manger. Chapitre 5. Le lendemain, je courus voir Perce-Neige pour lui raconter mon aventure. Lui aussi était heureux de mon succès. Maintenant, me dit-il, il faut que tu l'approches chaque jour un peu plus, mais pas trop, pour ne pas l'effrayer. Et il faut que tu lui parles. Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Ce que tu veux, ce qui te passe par la tête, ce n'est pas important. C'est juste pour établir le contact, qu'il reconnaisse ta voix. Tu verras. Je courus au manoir. L'oiseau n'était pas à sa place habituelle. Mais dans le ciel, je vis un petit point parfaitement immobile. Je savais que c'était lui. Puis, le point disparut, et quelques instants plus tard, le faucon se posa sur le mur, replia les ailes et attendit. Tout se déroula aussi facilement que la première fois. Seulement, je l'approchai d'un peu plus près, en marchant à quatre pattes pour ne pas l'effrayer. De temps en temps, il soulevait ses ailes comme pour s'envoler. Alors, je m'arrêtais, retenant mon souffle, de peur qu'il ne parte. Lorsque je fus tout près, je restai un moment à le regarder. Il semblait ne pas réellement me voir et observait plutôt les alentours. Mais, au moment où je déposai le morceau de viande, il s'approcha sans attendre que je m'éloigne. Je voulus lui parler, comme Perce-Neige m'avait conseillé de le faire, mais je ne savais pas quoi dire. Ce n'est pas évident de parler à un oiseau. Finalement, je réfléchis au nom que je pourrais lui donner. Je me décidai pour Petit Aigle, parce qu'au début, j'avais cru que c'était un aigle. Et je l'appelai plusieurs fois ainsi, Petit Aigle, pour qu'il retienne bien son nom. Ce soir-là aussi, il m'accompagna tout le long du chemin jusqu'à la maison, et je restai longtemps à l'observer. Il tourna 3 fois au-dessus du village, comme pour me saluer, et s'éloigna en direction de la forêt. Un après-midi, je me dépêchai de finir, de manger. J'oubliais même ma part de gâteau tellement j'étais pressée de le voir. Le soleil était encore haut, et je m'allongeai dans l'herbe en attendant. Mais il ne devait pas être très loin, car quelques minutes après mon arrivée, en me retournant, je le vis sur le mur. Cette fois-ci, je ne l'avais pas entendu venir. Après lui avoir donné la viande, je l'observai un moment. Il en avait de la chance de pouvoir se promener dans le ciel. Moi aussi, j'aurais bien aimé le faire. Je m'imaginais planant dans l'espace avec lui, regardant les montagnes en bas, toutes petites, et les maisons du village comme des cubes alignés le long de la route. Je traverserai les nuages. Ce jour-là, lorsqu'il s'envola, je m'amusai à l'imiter. J'agitais les bras quand il battait des ailes au-dessus des arbres, et lorsqu'il planait haut dans le ciel, j'étendais les bras. J'avais l'impression d'être avec lui, de l'accompagner de loin. Le soir, je retournai voir Perce-Neige pour parler encore de mon faucon. Il m'apprenait tant de choses. Chapitre 6. Malheureusement, les vacances touchaient à leur fin. Comme je voulais rester le plus longtemps possible avec Petit Aigle, j'allais le voir même le matin. Il était toujours au rendez-vous, perché sur le mur, ou bien tout là-haut dans le ciel. Il semblait m'attendre, et lorsque je poussai le cri magique, il plongeait
et se posait délicatement. Parfois, il volait autour de moi comme s'il cherchait à venir sur mon épaule ou bien voulait jouer à un jeu inconnu. Mais je me méfiais de ses serres. Si je partais me promener dans la grande allée du parc, il me suivait d'arbre en arbre. Souvent, il partait d'un trait dans le ciel, puis revenait se poser près de moi. J'essayais de lui parler. Je lui demandais ce qu'il voyait lorsqu'il restait presque immobile dans l'espace. Chaque jour, je l'approchais un peu plus. Comme il ne fuyait jamais, je finis par avancer les doigts pour frôler ses plumes. Le lendemain, je réussis à lui faire manger des petits morceaux de viande dans ma main et je le caressais. Maintenant, nous étions vraiment amis. Le dernier soir, j'allais voir Perce-Neige. J'avais le cœur gros et je me décidai enfin à lui demander « Est-ce que les faucons peuvent vivre dans les villes ?» Il me regarda en souriant. « Mais bien sûr, petit, ils nichent au sommet des cathédrales. Ils se nourrissent de pigeons et de moineaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Tu crois que le mien pourrait me suivre ? Pourquoi pas ? Tu sais, ils sont très rapides. Et ton faucon n'est pas un faucon comme les autres. Il est apprivoisé. Demain, avant de partir, pousse le cri que je t'ai appris. Tu verras bien s'il vient. » Mais le lendemain matin, je n'eus même pas besoin de pousser le cri magique. Un peu avant de monter dans la voiture, je vis mon faucon qui m'attendait, tranquillement installé sur un poteau télégraphique. Pourquoi était-il venu près de la maison justement ce jour-là ? Savait-il que j'allais partir ? Pourtant, les oiseaux ne sont pas au courant des dates des vacances scolaires. Je le regardais, les larmes aux yeux. Peut-être était-ce la dernière fois que je le voyais. Même si je revenais l'année prochaine, serait-il encore là ? Et comment lui faire comprendre que je voulais qu'il vienne avec moi ? Je m'approchai et l'appelai doucement. « Tu vois, je suis obligée de rentrer. Mais toi, tu peux me suivre. Tu n'as pas de parents, pas d'école. Et Perce-Neige m'a affirmé que tu pouvais aussi bien vivre en ville. Alors, à tout hasard, je poussai plusieurs fois le cri magique. Cependant, je ne croyais pas vraiment qu'il viendrait. Mais plus tard, je le vis à travers le pare-brise. Il nous suivait.